Bon, alors, tout le monde est là? Je vais demander une petite... Donnez-moi la définition, une définition. Quelle définition donneriez-vous du mot renoncement? Détachement. Ne juste développer un peu plus quand même. La transformation de l'esprit. Ouais, mais ça ne me dit pas trop ce que c'est, la transformation de l'esprit, c'est vague. Hein. C'est quoi le renoncement? Si on devait définir le mot renoncement, comment est-ce que vous le définiriez? J'attends les mots justes. Un état de conscience. C'est un état de conscience qui réalise que le samsara est souffrance et qui ressent de l'aversion pour cette souffrance, de la sienne des autres, et qui veut se libérer. Et qui veut se libérer. Le renoncement, les autres ne sont pas inclus dans le renoncement. Hein. C'est pour soi. Hein. Ouais, juste en une seule phrase. Oui, c'est bien, il y a tout à peu près. C'est l'aspiration. Le renoncement, c'est une aspiration. Hein. C'est une aspiration. On est au niveau de l'aspiration. On aspire à se libérer du cycle infernal, du cycle sans fin des renaissances. Voilà. Donc c'est l'aspiration à se libérer du cycle des renaissances, ou le cycle sans fin des renaissances. Un cycle, c'est sans fin, puisque c'est fermé. Donc c'est l'aspiration à se libérer du cycle des renaissances, prise sous l'influence du karma et des perturbations mentales. Donc les problèmes viennent de là. Le karma et les perturbations mentales. Ça, on le verra plus en détail la prochaine fois. Le karma, quand on parlera de l'origine de la souffrance, hein, ou les origines, puisqu'il y en a deux. C'est le karma et les perturbations mentales. Mais le renoncement, donc, c'est l'aspiration à se libérer du samsara. C'est ça le renoncement, pas autre chose. Autrement, en plus bref, c'est l'aspiration à la libération. Okay. À se libérer de quoi? Des liens qui nous enchaînent. Quand on parle de liens, c'est bien de l'attachement. Se libérer des liens qui nous enchaînent au samsara. C'est quoi ces liens? C'est les perturbations mentales et le karma. Donc c'est de ça qu'on veut se libérer. Oui, en transformant notre esprit. Oui, oui, d'accord, je suis d'accord. Oui, oui. C'est un moyen, on va dire. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça, c'est la définition du renoncement. Qu'est-ce que le samsara? Comment est-ce que vous définiriez le samsara? Un monde de perturbations. Oui. Étienne, oui, pardon. Donnez-moi une définition du samsara. Peut-être un état d'esprit, peut-être. Ou une oui, c'est un état d'esprit, je suis d'accord. Une façon de percevoir. C'est un état d'esprit, c'est pas un lieu extérieur, oui, d'accord. C'est un état d'esprit, oui, ok. Vas-y, allez-y. Pardon? Oui. Un état d'esprit sous l'influence de l'ignorance. Oui. Okay. Le cycle des renaissances successives, oui. Sous l'influence de l'ignorance et des perturbations mentales. Bah, très bien. Eh bien, c'est ça. C'est la continuité, en fait. C'est la continuité sans fin des renaissances. D'accord, ok, je ne vais pas remettre encore les karmas et les perturbations mentales, vous l'avez compris. Je vais vous introduire à quelque chose d'autre, pour faire avancer un peu. C'est la continuité des renaissances avec des agrégats contaminés. C'est ça qu'il faut regarder, des agrégats contaminés. On va en parler, des agrégats, c'est très important. C'est ça qui crée le samsara. Hein? On prend des agrégats, on renaît chaque fois avec des agrégats contaminés, et puisque nos agrégats sont contaminés, on crée de la souffrance. Ces agrégats sont souffrance, ils viennent de la souffrance, et ils produisent de la souffrance. Donc il faut arrêter ça. Hein. Samsara, c'est on appelle aussi l'existence cyclique, hein, on ne dit pas. Hein. Donc une continuité des renaissances prises avec des agrégats contaminés.
sous l'influence du karma et des perturbations mentales. Hein. C'est toujours pareil. C'est ce karma et ces perturbations mentales qui sont la cause des agrégats contaminés. Ils ne viennent pas tout seuls. Rien ne vient tout seul dans le bouddhisme, hein, vous avez bien compris. Donc, sous l'influence du karma et des perturbations mentales, on renaît. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix de renaître? Non. On renaît sans aucun choix. Et où est-ce qu'on renaît? Là où on peut. Là où le karma nous pousse. Oui, tout à fait. Oui. On renaît où? Dans un des 6 royaumes. Très bien. Dans un des 6 mondes du samsara. On parle soit de 6 mondes, soit de 3 mondes. Pourquoi? Quand on parle des 3 mondes, qu'est-ce que c'est? Le monde du désir, le monde de la forme et le monde sans forme. Ça, c'est les 3. Et quand on parle des 6 mondes, on parle des 6 mondes qui sont dans le monde du désir. OK? Hein? C'est-à-dire les 6 mondes, à ce moment-là, c'est le monde des enfers, des prétas, des animaux, des humains, des demi-dieux et des dieux. Parfois, il y en a 5 parce qu'on met les dieux et les demi-dieux dans le même. Hein. Donc ça, c'est le monde du désir, ces 6 mondes-là, ces 6 classes. Hein. Après, qu'est-ce que c'est que le monde de la forme et du sans-forme, en fait? Nous, on est dans le monde du désir. On est dans le monde humain, mais dans le monde du désir. On n'est pas dans le monde de la forme et du sans-forme. Non, pas vraiment, non. C'est vrai que le bardo, il y a quand même une forme dans le bardo, c'est une forme un peu onirique, mais sans forme, c'est des états de méditation, en fait. C'est des états d'absorption méditative de plus en plus subtils, où il y a de plus en plus de bonheur, en fait. Là, c'est des pièges. Plus on monte dans le samsara, plus il y a du bonheur. Plus on descend, plus il y a de la souffrance. Donc au plus bas, c'est les enfers, après les animaux, les humains, et après on passe dans la forme. Alors là, c'est agréable. Et après, ça, quand on a la forme, on veut encore aller plus haut, on va dans le sans forme. Et là, on est absorbé dans des méditations où il n'y a plus aucune forme. Et là, on n'a pas 5 agrégats, on n'en a que 4. Puisqu'il n'y a pas de forme. C'est ça. Donc, on renaît dans ces mondes. Et par quels moyens est-ce qu'on renaît? Comment on renaît? Comment est-ce qu'on est? Quels sont les moyens de naissance? La matrice. Nous, on est rené d'une matrice. Enfin, je suppose. Hein. Je ne sais pas. Hein. J'en sais rien. Moi, oui, mais bon... Naissance, ça peut être une naissance miraculeuse. C'est quoi ça, une naissance miraculeuse? Dans une terre pure, oui. On peut renaître dans une terre pure, ou une naissance où on ne vient pas d'une matrice. On apparaît comme ça, d'un lotus, par exemple. Si on est une divinité, on peut apparaître comme ça, d'un lotus, d'une fleur, d'un chou. Je sais pas. Ça, c'est la naissance spontanée. Il y a quoi? La chaleur et l'humidité. La chaleur et l'humidité, le chlorion, là, comme ça, qui est un amalgame de chaleur et d'humidité. On peut naître de ça, comme certaines espèces naissent de la chaleur et de l'humidité, comme des champignons. Et la 4e? Mais les champignons n'ont pas de conscience. Oui, enfin des champignons un peu avec une conscience. Ouais. Des espèces qui sont un peu entre les deux. Il a fumé. J'en ai pas pris, hein. Aujourd'hui. Je me suis retenu. La 4e, c'est quoi? Miraculeuse, matrice, chaleur et humidité, c'est une seule chaleur et humidité. Hein. Et spontané, il n'y avait pas un truc. On l'a dit, miraculeuse, spontanée, c'est pareil. Et les poules? Par l'œuf. Ah non, c'est une naissance par l'œuf, c'est pas une naissance par la matrice.
ovipare, vivipare. C'est deux catégories différentes, non? Hein? D'accord, donc ça c'est une autre possibilité de naissance. Donc matrice, œuf, chaleur et humidité, et renaissance instantanée, miraculeuse dans un lotus. œuf. Une question. On dit que lorsqu'on on est en enfer, il n'y a pas de corps, qu'on y va direct. C'est une renaissance comment? D'après ce que tu viens de dire. Instantané. Donc, pas miraculeuse alors. Non, pas miraculeuse. Ouais. C'est miraculeuse ou instantané, effectivement. Instantané, c'est plus juste. C'est plus renaissance instantanée, je pense, dans ce cas-là. Oui. Merci. Pour les personnes... Je ne vais jamais pouvoir avancer. Pour les non, pardon. Excuse-moi, mais là, il faut que j'avance un peu. Les questions plus tard. Donc, la libération maintenant, le nirvana. Qu'est-ce que c'est que le nirvana? Encore un état d'esprit, ouais. Qui n'est plus sous l'influence du karma et des perturbations mentales. Et est-ce qu'il renaît, hein? Il n'est plus soumis à une renaissance prise sans aucun contrôle. Ça veut dire que si vous décidez de revenir dans le samsara, c'est votre choix. Hein. Vous pouvez décider, si vous êtes un bodhisattva, vous décidez. Vous êtes libéré, donc vous avez mis fin au cycle des renaissances prises sans aucun contrôle. Donc c'est ça la libération. C'est la fin, la libération de ce cycle. Hein. Autrement dit, vous avez rompu la chaîne des réincarnations prises sans aucun choix. Ou une autre définition de la libération, c'est trancher, se libérer, c'est trancher la continuité des renaissances avec des agrégats contaminés. C'est-à-dire, vous allez renaître, mais vous n'allez pas renaître avec des agrégats contaminés. Et ça fait une grosse différence. Donc, il y aura un corps, effectivement, mais ce corps, il ne sera pas contaminé. Ce sera un corps pur. Voilà. Différentes explications, on trouve. Donc le samsara, vous l'avez bien compris, ce n'est pas un endroit extérieur, hein, c'est ça. Donc les 5 agrégats, maintenant, on va parler un petit peu des 5 agrégats pour avancer un petit peu, parce que ça c'est important, puisque vous avez bien vu dans le Sutra du cœur, on ne parle que de ça. Enfin, pas que de ça, mais on en parle. Le 5 agrégats. Donc la définition d'un agrégat, un agrégat, c'est une somme, c'est la somme de ses parties. C'est un ensemble constitué de différentes parties, constitué de différentes choses. Hein. C'est une somme, en fait. Hein. Une somme faite de différentes parties, de différents constituants, si vous voulez. Donc, quand on parle des 5 agrégats, il y en a un physique et il y en a 4 mentaux. En fait, les agrégats, c'est le corps et l'esprit, qui sont, au lieu de parler de 2 choses, c'est un peu plus subtil, on parle de 5 choses. Un agrégat physique, et 4 agrégats mentaux. L'agrégat physique, le seul agrégat physique, en fait, c'est l'agrégat qui est constitué de toutes les formes. Hein. C'est les formes. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une forme? C'est ce qui est composé d'atomes. Tout ce qui est composé d'atomes, c'est une forme. Donc, notre corps est un corps physique, c'est une forme. Mais dans ce corps, il y a plusieurs formes. Si on regarde bien, il y a toutes sortes de formes. Hein. Tout ce qui est atomique, voilà, c'est une forme. Donc ça, c'est le premier agrégat. L'agrégat de la forme, ou l'agrégat des formes, comme vous voulez. On le met en général au singulier, mais vous pouvez le mettre au pluriel aussi. On a pris l'habitude de le mettre au singulier, même si c'est une notion plurielle, en fait. Les 4 agrégats mentaux. Donc le deuxième agrégat, premier agrégat mental, c'est l'agrégat des sensations. Hein? Les sensations. 3 types de sensations. Elles peuvent être agréables, désagréables ou neutres. Il n'y a que 3 types de sensations possibles. Donc là, on est au niveau donc, de la sensation. Ensuite, le troisième agrégat, c'est la discrimination ou le discernement, comme vous voulez.
C'est-à-dire de la capacité de distinguer les objets, de faire des distinctions, de discerner les choses. C'est au niveau des perceptions. Parfois, on trouve dans le Hinayana ou le Theravada, ils utilisent plutôt perception que discrimination. Perception discriminante, si vous voulez. Comme ça réconcilie tout le monde. Notre perception, quand nous percevons les choses, on ne les perçoit pas comme un tout, on les perçoit comme plein de choses distinctes, en fait. Notre esprit est capable de distinguer une table d'une chaise, etc. Des caractéristiques. Et ensuite, il y a l'agrégat des consciences. Et dans les consciences, on considère qu'il y a 6 consciences. 5 consciences sensorielles et une conscience mentale. Conscience sensorielle, c'est revenir en arrière, visuel, olfactif, auditif, tactile et gustatif, et la conscience mentale. Qu'est-ce que c'est qu'une conscience? C'est ce qui perçoit un objet. Donc la conscience visuelle perçoit des formes. La conscience auditive perçoit des sons. La conscience olfactive perçoit des odeurs. La conscience gustative perçoit des saveurs. La conscience tactile perçoit des contacts, des touchés. Et la conscience mentale perçoit des idées, des pensées, toutes sortes de choses. Perçoit, oui, je mets perçoit parce que c'est plus simple à comprendre. Perçoit, ouais. C'est ce qui perçoit un objet, une conscience. Ou ce qui entre, dans les textes, ils disent ce qui entre en contact avec l'objet. Mais bon, entre en contact ou percevoir, ouais. C'est ce qui, il y a un autre terme, je ne sais plus comment il est, ce qui entre en contact avec l'objet. On peut entrer en contact avec les formes par l'œil, quoi, par la conscience visuelle. On entre en contact avec les sons par la faculté auditive. Et le 5e agrégat, c'est l'agrégat des facteurs composés. Donc c'est la classe fourre-tout, en fait. Tout ce qui ne rentre pas dans une autre catégorie, on le met là. C'est toutes les perturbations mentales, en fait, en gros. Toutes les notions un peu abstraites aussi qu'on peut avoir, des idées. Mais surtout, on va dire toutes les perturbations mentales font partie des facteurs composés. C'est-à-dire la colère, l'attachement, l'ignorance, l'orgueil, tout ça. Ce ne sont pas des consciences, ce sont des facteurs composés. Tous les facteurs mentaux. La compassion, mais aussi positifs, pas que du négatif. La compassion, l'amour, la bienveillance, tout ça. Non. Je dis, il y a les perturbations mentales, mais il y a aussi des qualités, des émotions plus positives. Ce n'est pas forcément des émotions négatives. Il n'y a pas que du négatif. Formation évolutionnelle. C'est pas ce qu'on appelle. C'est ça. On appelle ça aussi formation évolutionnelle, mais personne ne comprend ce que ça veut dire. Alors. Et on parlait de formation volitionnelle. Karma mental. Karma, oui. Moi, je trouve facteur composé, c'est ce qui est dans le Sutra du cœur, non? Facteur composé. Formation volitionnelle, j'avoue que j'ai jamais trop aimé ce terme. Tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends, toi, par formation volitionnelle? Ce qui te pousse à agir, la volition, la volonté. Ouais. Oui, les volontés, oui, ça rentre là-dedans. Oui. La volonté, oui, bien sûr. Ça rentre là-dedans. Mais ça, on faisait souvent, on sous-entendait souvent justement le karma mental, en fait. Ouais. Alors que facteur composé, si tu comprends un peu tous les facteurs mentaux. Tous les facteurs mentaux rentrent dedans, oui, tous. Mais il y a aussi la volition, bien sûr. Qui est un des facteurs mentaux. Oui, qui est un des facteurs mentaux. Ouais, c'est ça. Donc il y a les facteurs mentaux. Oui, les facteurs mentaux, oui, effectivement. Tous les facteurs mentaux rentrent là-dedans. Les 52 facteurs mentaux, là. Ils rentrent là-dedans. Pourquoi on dit contaminés? Les 5 agrégats contaminés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Par quoi ils sont contaminés? Par le karma et les perturbations. Pas que... ouais, voilà. Voilà. Donc dans le samsara, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'on a pris des agrégats contaminés, c'est que toutes nos actions, qu'elles soient vertueuses, qu'elles soient non vertueuses ou vertueuses, elles sont contaminées. Elles ne sont pas pures.
à cause justement de ça, du fait qu'on a des agrégats contaminés, des consciences contaminées, des physiques contaminées, des facteurs mentaux contaminés, tout ça. Fait que donc tout ça, c'est toujours contaminé. Même si on a de la dévotion, tout ça, ou une attitude de non-attachement, il y aura quand même une contamination dedans. Ça ne sera jamais complètement pur. C'est ça la condition d'un être samsarique. Ils discernent, si, mais d'une manière contaminée. C'est pas, oui, enfin, oui, ben, il faut quand même bien, dans le conventionnel, il faut bien quand même distinguer les choses, si tu veux. Mais c'est pas d'une manière, c'est pas la réalité ultime, effectivement, oui. Donc les agrégations contaminées, et ça c'est ça qui est, pourquoi ils sont contaminés? Parce qu'ils sont produits par le karma et par les perturbations mentales. C'est ça qui a produit nos agrégats actuels. Le corps humain qu'on a, nos pensées, nos perceptions, les choses qui nous apparaissent, quand on se dispute avec quelqu'un, quand on aime quelqu'un, tout ça, ça vient de notre karma. Donc c'est contaminé. C'est forcément contaminé. Ils sont produits par les perturbations, donc ces agrégats contaminés, et ils sont toujours liés aux perturbations mentales. Donc vous voyez, le samsara, c'est vraiment un état où on est très, très prisonnier. On est prisonnier de cet état-là. Et quand on parle de se libérer, c'est vraiment dire ce que ça veut dire. On doit se libérer de cette prison qu'est le samsara, avec des agrégats contaminés. Et donc, les agrégats sont contaminés parce qu'ils sont produits par les perturbations. Ils sont toujours liés aux perturbations et ils produisent des perturbations. Ils proviennent des perturbations, ils sont liés aux perturbations au présent et ils produisent des perturbations. C'est ça la prise de conscience qu'on doit avoir à ce niveau-là. Qu'on est vraiment, que le samsara, c'est une prison. Et donc, d'où la volonté, le désir de vouloir se libérer. Et d'être dégoûté d'être dans la prison. Si on considère que le samsara, si on ne le considère pas comme une prison, on ne va pas vouloir s'en sortir. Il y a tout va bien dans la prison. On est bien. Et en général, c'est ce qu'on fait. On s'accommode de notre prison. On s'accommode de notre situation. On s'accommode de notre samsara, comme dit Shogam Trungpa. On s'accommode. On fait que ça au quotidien. On s'accommode de notre existence dans le samsara. On n'a pas trop envie d'en sortir. On trouve c'est pas si mal finalement. On va faire ça, on fait ci. On fait des petits arrangements, quoi, avec le samsara. Mais si on regarde bien, non, c'est une prison. Donc, parce que toujours lié à des perturbations mentales. Donc, en fait, ce que c'est que nos agrégats, en fait, c'est comme une machine qui fabrique le samsara. Et donc, dans la définition des agrégats contaminés, ils viennent de la souffrance, ils sont souffrance et ils produisent de la souffrance. On peut remplacer le mot perturbation par souffrance, dans ce cas-là. On les a pris dans la souffrance, ces agrégats, et ils sont souffrance au moment présent, et ils produisent des souffrances futures. Alors, si on va plus loin, parce que c'est très intéressant, là, l'étude des agrégats. Très, très intéressant. C'est pour ça que dans le Sutra du cœur, Avalokiteshvara, ou Aval-Bouddha, justement, amène cette méditation sur les agrégats. Et il donne ces 4 phrases clés. La forme est vide. C'est quoi la forme? C'est le premier agrégat. Mais tous les autres agrégats aussi sont vides. Il ne refait pas l'analyse. C'est à nous de la faire. Il nous donne juste le premier exemple. Mais à vous d'appliquer ça à tout le reste. À tout le reste. C'est-à-dire la forme est vide, la vacuité est la forme. En dehors de la vacuité, il n'y a pas de forme. En dehors de la forme, il n'y a pas de vacuité. On peut mettre ça pour les sensations. Les sensations sont vides. En dehors de la vacuité, il n'y a pas de sensation. En dehors de... Voilà, etc. Vous pouvez l'appliquer ça aux 5 agrégats. Et ça vous fait une sacrée méditation. C'est une méditation absolument incroyable.
Et au bout du compte, sur quoi elle débouche, cette méditation? Sur la vacuité. Hein, que nous ne sommes rien de plus, en fait, que notre corps et notre esprit. Où est le moi auquel on donne une réalité concrète, substantielle? Rien. C'est juste une désignation, une imputation, en fait, une étiquette, comment on peut appeler ça, un label, si vous voulez, qu'on va mettre sur ces agrégats. Et donc ça déjà, dans le premier tour de la loi, le Bouddha l'avait bien expliqué, qu'en fait, ce qu'on appelle le moi et ce qu'on prend pour une entité solide et réelle, c'est simplement que l'amalgame des agrégats sur lesquels on met ce moi. Dans le deuxième tour de roue, dans la Sutra du cœur, il leur dit, mais même les agrégats, chacun des agrégats n'existe pas. Et ce à quoi se raccrochaient les pratiquants du premier tour de roue, en fait, il leur montre que ils accédaient à la réalité des agrégats. Et le Bouddha leur montre que même ces agrégats-là n'existent pas. Parce que si on les décompose encore, si on prend chacune des formes et qu'on cherche l'entité qui est la pièce constituante de cette forme, on ne va rien trouver. On va trouver encore d'autres formes, et encore d'autres formes, et encore d'autres formes, et encore d'autres formes, jusqu'à où? Jusqu'où on va aller comme ça. Il y aura toujours quelque chose. Pareil pour les consciences. Si on analyse les consciences, on va en toujours trouver. Et donc, il leur montre que même les agrégats eux-mêmes, ce sur quoi le moi est désigné, en fait, ces choses-là n'ont pas d'existence propre. Et rien n'a d'existence propre. Donc, voilà. Donc, c'était le premier tour de roue dans l'enseignement du Bouddha, donc de diviser nos constituants, ce qui fait ce qu'on est, quoi, en fait, en 5 groupes ou en 5 agrégats. Et donc ça va être donc une méditation. Je ne vais peut-être pas trop insister là-dessus. Oui, je repense à formation volitionnelle. Raoula, dans le trésor, pas le trésor, l'autre, Samutchai, le trésor de l'Abhidharma, le compendium de l'Abhidharma, il les appelle les formations mentales. Pas mal aussi. Au lieu de formation volitionnelle, il appelle ça formation mentale. Formation mentale. Et donc, formation mentale, ça comprend tous les types de processus mentaux, en fait, hein, qu'on peut avoir. Le doute, le désir, la détermination, tout ce qu'on veut. Hein. Il me semble qu'il est dit que le continuum mental serait identifié au niveau de la formation volitionnelle, enfin, donc du format. Facteur. Le continuum mental. Ouais. Je pense, oui. Ouais. Tout à fait. La volition, en fait, c'est le karma. Parfois, on dit aussi formation karmique. Parce que la volition, en fait, c'est le karma. C'est ce qui nous fait créer du karma. Ouais. Avant de m'intéresser au bouddhisme, j'ai longtemps cru que mon corps, les émotions, ce que je ressentais inscrit dans mon corps ne me mentait pas, et qu'après, c'était mon cerveau qui analysait tout ça et qui tricotait. Mais en réalité, finalement, même notre corps nous ment dans ce qu'on ressent, dans nos émotions, nous mente. Que c'est pas forcément... on dit souvent... le corps, il me parle, c'est ce que tu interprètes, tu veux dire. C'est ton interprétation qui te... Il y a quand même un ressenti au départ qui n'est pas interprété par l'esprit. Ouais. Voilà. Le ressenti, et là, ce ressenti... C'est les sensations, c'est ce qu'on appelle les sensations. Le deuxième agrégat. Donc c'est aussi... contaminé. C'est aussi contaminé. Yes. Je suis désolé. Hein, oui, j'aurais aimé que ça ne soit pas... Mais bon, vous voyez à quel niveau on se situe maintenant au niveau intermédiaire. On est passé vraiment à un autre niveau quand même. Hein. Ça devient de plus en plus subtil et plus intéressant quand même, je trouve, au niveau... En fait, oui, par rapport aux sensations, là, je suis en train de réfléchir à ce que tu viens de me dire. L'agrégat des sensations, en fait, ça rassemble toutes les choses qui provoquent nos plaisirs ou nos peines, nos désagréments quotidiens, en fait. Hein. Tout ça. Hein. Et qui sont liés aux consciences sensorielles. Disons, il y a les consciences sensorielles avec lesquelles on interagit avec le monde, et après, il y a une lecture par l'esprit de tout ça.
Ouais, je crois que j'ai tout dit là. Donc les 4 agrégats mentaux, en fait, sont de niveaux différents, vous voyez. Il y a quand même des niveaux différents, des niveaux d'activité mentale différents. On les a catégorisés en 4 agrégats pour évoquer ou pour classer, en fait, différents niveaux d'activité mentale, plus subtils ou plus gros, ou moins grossiers. Donc en fait, ça veut dire que notre activité d'être ordinaire, tant qu'on n'est pas éveillé, qu'on fonctionne, donc, en fait, notre existence, elle est constituée par ces 5 agrégats avec lesquels on interagit dans le monde, avec notre corps et avec notre esprit, avec nos consciences. Donc c'est assez intéressant, c'est très, très intéressant. Bon, il y aurait beaucoup à dire. Oui. J'avais une question sur la méditation qu'on a fait tout à l'heure. Oui. On a médité sur les 5 agrégats, effectivement, pour un petit peu. Oui, et sur en fait, du coup, tu en es venu à dire qu'il y avait sur la croyance de ce jeu indépendant, etc. Donc ça, je suis d'accord. Mais est-ce que parce que souvent j'ai ça, j'ai bien la conscience de ça, entre guillemets, mais après, il y a toujours quelque chose de plus subtil que, du coup, je vois, là, je l'ai vu un peu comme je sais plus comment on dit, les trucs comme dans les théâtres, les pantins, là, les peluches, je sais pas quoi. Comme il y a celui-ci qui est négatif, qui est ce jeu, qui, voilà. Et est-ce qu'il peut y avoir, par contre, notre Bouddha intérieur qui, lui, est, pareil, il est pas substantiel, mais on peut dire qu'il est permanent, qu'il est relié à tout, etc. Ça, après, on rentre dans des... Oui, ça, c'est un petit peu... Je ne voudrais pas rentrer dans ces catégories philosophiques. Il y a effectivement plusieurs vues philosophiques du jeu qui sont du plus grossier au plus subtil, avec des états de conscience, des prises de conscience différentes qui sont donc font partie de l'analyse de la vacuité. Je pense, j'essaierai, mais je ne veux pas trop rentrer. Ça ne fait pas vraiment partie de découverte du bouddhisme, parce que là, ça nous emmène vraiment dans un enseignement à part. Même au Pays-Bas, on n'en est pas encore là non plus. Donc, mais est-ce que juste c'est différent, c'est bien, c'est juste ce... Faut analyser comment tu perçois. C'est bien 2 choses différentes. C'est pas le jeu. Le bouddhisme n'est pas est bien différent, distinct. Comment? Ce que je perçois comme le jeu et ce que je vais percevoir comme, je dis du coup, la nature de Bouddha, de l'intérieur, c'est bien 2 choses distinctes. Je comprends pas. C'est bien... Qu'est-ce qui est distinct? Il y a quelque chose de pur, il y a quelque chose d'impur, il y a quelque chose que on va percevoir du coup comme permanent. La nature de Bouddha, tu la perçois pas. C'est quelque chose qui est parti. Non, justement, mais elle est en même temps, c'est ce qu'il y a. Je sais pas comment dire, mais est-ce que c'est ce qu'il y a vraiment au fond, mais que une forme? Non. C'est pour parler de la vacuité, en fait. C'est une autre façon de parler de la vacuité, de parler de la nature de Bouddha. C'est juste une autre façon. Mais d'une manière moins, moins négationniste. Quand on parle de la vacuité, comme dans le Sutra du cœur, tout est nié. On nie tout, les choses les unes après les autres. Parler de la nature Bouddha, ça donne encore un contenu, comme s'il y avait encore quelque chose qui existait véritablement. Mais en fait, si on analyse vraiment la réalité de la nature de Bouddha, c'est aussi vide que le reste, quoi. Et c'est pas cette nature-là qui va nous faire par moment quand même agir par compassion ou des choses comme ça. Si. À l'inverse du jeu qui va nous faire... C'est notre... Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais si tu la cherches, cette nature de Bouddha, tu vas pas trouver. D'accord. Non, pas de substance. Ouais, pas de substance, non. Mais bien sûr, c'est parce qu'on a cette nature de Bouddha qu'on aspire quand même à des choses quand même vertueuses et à être... qu'on aspire au bonheur, tout simplement. Pour soi, déjà. Bien, on va prendre les dédicaces, page 16. Pour terminer la journée, donc en pensant justement très fortement que toute l'énergie positive que l'on a pu générer cet après-midi, donc on la dédie à la transformation de notre esprit, qu'on fasse un pas de plus vers l'éveil et que ça nous amène progressivement donc à cet état justement où on a complètement éliminé tous les voiles et on pourra être complètement bénéfique à tous les autres.
Gewadiye nyododa lama sangye drogyone drowa chikyan malpa deye salam gepashom. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit. Que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur, grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho sem chorim boche ma kye panam gengyo che kye panyam pa me payan gone gondo perwa sho Tonye tawarim boche ma kye panam gengyo chek kye panyam pa bayan gone gondo perwa shom. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. On fera les prières de longue vie ce soir, donc après la pratique de Vajrasattva, qui aura lieu à 20h. Ça, sur Zoom aussi. Sur le lien qui s'appelle Pratique quotidienne de l'Institut Vajrayogini. Hein, oui, oui, tout à fait. Dans ce style. Voilà, ben écoutez, bonne soirée, et puis à tout à l'heure si vous restez avec nous. Voilà. Sinon, on se retrouve demain à la même heure, à 10h. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. Merci Christian, Merci à vous. tout le monde. Merci Christian. Bonsoir. Merci. À ce soir. Merci beaucoup. À ce soir.